Bonjour à tous, ça y est, on est en ligne. C'est bon? Oui, ok. Vous nous entendez tous bien là? Yes, c'est bon, ça commence à taper dans le chat, donc c'est bon, vous avez capté. Alors, donc, petite explication d'interface en 3 secondes. Donc, vous avez à droite, en fait, les onglets chat, questions, sondage, participants. Donc, ça vous permet de chatter, évidemment, sur le premier onglet, c'est trop facile. Quand vous voulez poser vos questions, mettez-les dans l'onglet questions, comme ça, tous les participants peuvent voter. Et ça permet de simplifier la dernière partie de la session. Et puis, nous aussi, on peut répondre à vos questions quand on peut. Après, vous avez les petits sondages. Alors, on va vous poser 2 questions. Déjà, comment vous allez? Et puis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que ça, c'est cool. On aime bien savoir à qui on a affaire. Et après, vous avez tous les participants. Comme ça, vous voyez si vous connaissez des gens et vous pouvez faire des petits checks dans le chat. Dans le chat. Voilà. Alors, écoutez, bienvenue pour cette deuxième émission. Là, on est super contents. Il y a 2 semaines, on a rencontré Mike Stéphanie qui nous a parlé de tous ses tips. Et là, aujourd'hui, on rencontre Louise, notre digital copine, qui va se présenter juste après. Donc là, du coup, c'est vraiment une émission qu'on a imaginée là, à 3 têtes avec Jérémy du Centre Créatif et notre soutien de toujours, notre partenaire de toujours, Adobe. Donc, on s'est dit que là, voilà, on a quand même une petite période encore qui n'est pas vraiment finie. Là, Macron, il a dit hier, regardez Mathieu, là, vous avez tout le temps. Il a dit, vous avez tout le temps de faire votre portfolio. Là. Encore un petit mois de confinement. Il a dit ça, Macron. Voilà, il a dit ça. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, profitons de cette période compliquée, mais aussi, assez introspective pour reprendre, voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie et qu'est-ce qu'on doit valoriser et reprendre confiance parce qu'après, quand on va être tous dehors, là, ça va être le feu, quoi. Il faut être prêt, les gars. Donc, voilà, du coup, on s'est dit, donc on a cette intention-là et on s'est dit, voilà, on a quand même des gens hyper talentueux qui ont plein de choses à nous partager. Et donc, on a invité quelques personnes qui ont des univers différents et des pratiques différentes. Et donc, aujourd'hui, Louise, illustratrice, directrice artistique et digital copy. mais en fait, si vous n'êtes pas illustratrice ou directrice artistique ou modèle, c'est pas grave. C'est-à-dire que tous les conseils qu'on vous apportera aujourd'hui seront certainement applicables pour votre métier. Donc, essayez de voir comment vous pouvez les adapter et aussi, bien sûr, comment vous pouvez trouver de l'inspiration parce qu'en fait, il y a toute une partie d'inspiration. Donc, du coup, comment se passe cette journée-là? Enfin, cette petite... Pardon, excusez-moi. Hop, ça va trop vite. Youp. Le sommaire que tu cherches. Voilà, on y est. Si on est plusieurs à cliquer dessus. Voilà. Je crois qu'on est plusieurs à cliquer dessus, du coup. Un petit problème. Voilà, donc je voulais vous montrer le sommaire. Voilà. Donc, comment ça s'articule, tout ça? Donc, évidemment, on va donner la parole à Louise. Jérémy, notre MC, va faciliter toute l'interview. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est déjà quelle est la démarche, la méthode pour créer son portfolio. Donc, ça, c'est important parce que chacun a son petit mode. Les inspirations, quelques outils, enfin, un outil Adobe qui sera présenté par Olivier. Et Pauline a disparu, donc je reprends la main. Donc, on va continuer avec les stratégies de com. Louise nous parlera notamment des réseaux sociaux, d'Instagram, etc. Elle est très présente là-dessus et je sais que ça intéresse beaucoup de monde. On finira par un petit wrap-up, comme on dit en anglais, avec 3 conseils de Louise qui vous partagera la base de la base. Et puis, pendant l'émission, on vous encourage à partager vos questions. Pauline est de retour. À partager vos questions, à voter pour les questions les plus intéressantes. Et en fin d'émission, on reviendra sur 2-3 questions, celles qui ont probablement été les plus votées, qu'on se dit qui sont peut-être les plus intéressantes ou qui n'ont pas encore été abordées avec Louise. Voilà, je repasse le mic à Pauline si elle veut finir sur un truc et puis après, on se lancera.
Non, c'est bon, désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais, mais je ne vous le dirai pas. La connexion qui est capricieuse. Non, c'est bon, c'était autre chose. C'est pas grave. Alors, donc, écoutez, bonne session. Répondez au petit sondage si possible. Donc, votre spécialité et comment vous allez. Voilà. Ça marche. Très bien. Allez, c'est parti, Louise. Comment ça va bien? Bah, ça roule, hein. Toujours la pêche, méga pêche. On y va. C'est vrai. Top. Bah, je suis hyper content d'être avec toi. Comme tu sais, on se connaît depuis 2 ans. Tu as déjà participé à un podcast Sens Créatif au live et en public. Ça, c'était vraiment un super souvenir. Ouais, dans l'ancien monde, exactement, quand on pouvait encore se voir et se serrer à 50 dans une petite galerie d'illustration. C'était bien. Ouais, c'est le bon temps, ça. C'était le bon temps. Mais du coup, ça ne nous empêche pas de se revoir et de pouvoir rééchanger ensemble. Donc, je suis ravi de te revoir pour cette émission, pour plonger dans ton univers, ton travail et tout. Mais assez parlé, je vais te passer la parole. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Tout à fait. Alors, je m'appelle Louise, j'ai 25 ans maintenant. Je suis illustratrice depuis 2 ans, plus ou moins, à mon compte, du coup. Et avant ça, j'ai travaillé un tout petit peu en agence de publicité, ce qui m'a considérablement motivée à me mettre à mon compte. Ça a été vraiment le trigger dans ma vie pour me mettre à mon compte. Ce qui fait qu'à 25 ans, je n'ai jamais été vraiment salariée. J'ai toujours été freelance, alors que pendant toutes mes études, j'avais dit « Oh, les gens qui se mettent en freelance, putain, en sortant de l'école, c'est super galère, c'est juste kamikaze de se comporter comme ça. » Et au final, je me suis rendu compte que j'avais du mal à me mettre dans la vie salariée, donc je me suis mise en freelance. Et donc, depuis 2 ans, je travaille avec des clients super variés, de la presse, de l'édition, de la publicité et effectivement les réseaux sociaux qui sont quand même un gros levier de travail finalement, qui ne me rapportent pas d'argent en tant que tel, mais qui sont en fait une vraie passerelle entre mes clients et moi. Donc voilà c'est qui clair. je suis. Ouais. On aura l'occasion d'en parler. Ah ouais, c'est fou. J'avais oublié que quand on a connecté il y a 2 ans, tu étais au début de ta carrière d'illustratrice. Oui, j'étais. Ça faisait vraiment pas longtemps du tout, quoi. Vraiment On avait pas. l'impression déjà que c'était l'explosion, quoi. Mais oui, n'exagérons rien. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Et du coup, pour que les gens puissent se faire une petite idée plus concrète de ce que tu fais, est-ce qu'avant de plonger dans le concret du sujet, tu pourrais nous montrer 3 projets dont tu es particulièrement fière? Tout à fait. La ville et les nuages en 3 projets. En 3 projets. Alors, oui, totalement. Alors, ça a pas mal évolué quand même, des projets dont je suis le plus fière. Mais d'abord, je vais vous montrer ce projet-là, qui est en fait le projet Amibot. Amibot, c'est une marque française, enfin Amixis, pardon, c'est une marque française d'aspirateurs, robots aspirateurs, qui sont fabriqués, assemblés en France et fabriqués sans doute dans des conditions un petit peu externes, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et en fait, ils m'ont proposé il y a 1 an, donc en plein confinement, un projet un peu barré en me disant, voilà, en tant qu'illustratrice, est-ce que ça te dirait d'habiller un aspirateur? Je suis toujours curieuse d'expérience. Et je me suis dit que ça pouvait être une idée assez marrante. Et du coup, on a élaboré en fait un motif comme ce que je vous montre là actuellement. Donc jungle avec quelque chose de très coloré pour que l'objet en fait dans la maison se transforme en fait en un objet de décoration et plus en un vilain aspirateur qu'on a envie de cacher sous le canapé. Et en fait, c'était une équipe vraiment. Bon, ça, c'est moi un peu en mode trop fière de mon projet, d'où mon choix de projet. Mais finalement, en fait, ce qui m'a plu dans ce projet-là, c'était donc la particularité. Et puis surtout, c'était une équipe
très sympa, très à l'écoute, qui avait vraiment envie de faire quelque chose de très bien. On a filmé des vidéos, je suis allée à Montpellier, on s'est rencontrés physiquement en septembre à la fin de ce projet. C'était un projet très humain et ça, c'est ce que je préfère dans ce métier-là finalement. Et ils étaient vraiment très, très gentils. Et puis, s'ils tombent sur cette vidéo, je les remercie encore parce que c'était vraiment super. Et l'objet en lui-même est très, très chouette. Trop bien. Clairement, voilà mon first projet dont je suis la plus fière. Et comment ils t'ont trouvé, juste parce que voilà, c'est pas banal de bosser pour une marque d'aspirateur. Mais oui, totalement. Et par Instagram, la DA qui s'occupait de ce projet-là me suivait sur Insta et il y a eu une espèce, comme ça se fait souvent pour des projets comme ça, de petits concours entre guillemets entre plusieurs artistes et ils m'ont retenu sur ce projet-là. Mais c'était assez particulier puisque finalement les autres artistes en concurrence n'avaient rien à voir avec mon travail et je pense que ça s'est joué surtout sur l'applicabilité de l'illustration à l'objet, quoi. Les autres artistes étaient plus, tu sais, des street artistes ou des gens qui créaient des patterns, etc. Et là, ils se sont peut-être dit que ça allait être plus concret que juste un motif un peu simple ou j'en sais rien. Après, j'étais pas avec eux, mais ça s'est joué par Instagram finalement. Ouais, d'accord. Ok, ça va être un fil conducteur, je le sens. Oui, il y a de fortes chances. Ensuite, je vais vous parler d'un projet d'édition, Charlotte, du coup, qui est un projet qui s'inscrit dans une collection qui s'appelle Des rêves et des chemins et qui a été créé par Perrine Bonafos. Et Perrine, là, on n'est pas dans Instagram puisque Perrine était une de mes professeurs à Penningen, à l'école que j'ai faite. Et elle a lancé cette collection qui présente en fait des profils de femmes qui ont marqué l'histoire, mais en sortant finalement un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir, type Frida Kahlo, tu vois, un petit peu tout ce qu'on dit tout le temps sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Perrine, elle essaye un peu d'aller chercher des profils qu'on ne connaît pas tellement. Ouais. En fait, c'est Charlotte Perriand, du coup, qui est une architecte française qui a un petit peu quand même marqué son temps, qui a travaillé avec Le Corbusier et qui a malheureusement un peu souffert d'avoir travaillé avec Le Corbusier. Et du coup, on a réalisé un livre comme ça qui présente en fait plein de moments de sa vie. Et c'est un projet dont je suis très fière parce que c'est mon premier livre finalement. Et pour moi, l'édition physique, c'est quelque chose, enfin, c'était un rêve d'enfant, vraiment, ça fait très cliché de dire ça, mais le côté livre, voir ton livre dans une librairie, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer quand j'étais plus jeune. Et celui-là est vraiment très, très chouette finalement. Et Perrine, ça me faisait super plaisir de bosser avec elle. Après l'école, tu vois, c'est un peu genre un tick the box. Après l'école, sortir ton livre avec une de tes profs, c'était super global et super chouette. Et du coup, voilà. Et elle travaille en fait sur chaque édition avec une illustratrice différente. Il y a... comment elle s'appelle, Laura L'Huillier, dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure, qui a fait un livre sur Edith Piaf. Et l'autre exemplaire, c'est sur Agnès Varda. Et l'illustratrice s'appelle Jenny Nouferi, je crois. Je ne sais plus son nom. Je sais plus. Mais en tout cas, elle a fait quelque chose de très sympa aussi. Et voilà, donc ça, c'est un projet d'édition que je trouve vraiment sympa. Top. Ouais. Et mon troisième projet, c'est ceci. Alors là, tu vois, typiquement, on est sur des sujets de portfolio parce que je veux vraiment refaire cette page qui, à mon sens, n'est pas du tout intéressante. Mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que la vie, mais tout ça pour raconter un petit peu que en septembre, j'ai travaillé avec Netflix pour réaliser 5 gifs pour la rentrée des classes. Et en fait, il m'avait fait un petit brief en me disant, voilà... on te laisse un peu le champ des possibles ouvert. On veut que tu fasses 5 gifs qui parlent de la rentrée et qui restent quand même dans la vibe de Netflix. Et ça se ressent en fait au niveau des couleurs et du N emblématique, évidemment, bien sûr. à chaque fois. La question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est Netflix qui t'a envoyé un message en mode « Coucou, on est Netflix, on peut bosser ensemble ?» Alors bon, j'aurais bien aimé, je me serais sentie encore plus fière, mais ça marche souvent comme ça finalement. C'est des agences qui gèrent ces budgets
de communication externe ou interne, Ouais. et qui m'ont contacté en fait pour travailler ensemble sur ce set de GIFs qui ensuite a été proposé sur le compte de Netflix France avec une mise en avant au moment du launch du truc. Et ça, c'était super cool parce que Netflix, quand même, c'est un peu un mastodonte de la place publique. Donc, quand j'ai pu travailler avec eux, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et surtout, ils avaient une ouverture à un style graphique super différent. Ils avaient travaillé avant avec Agathe Sornay, qui est une illustratrice que peut-être beaucoup connaissent parce qu'elle est assez connue. Et on a des styles assez différents, elle et moi, qui restons quand même dans ce côté un peu doodle, coloré. Mais ils sont quand même très ouverts à une variété de styles. Et ça, je trouve ça super de la part de grosses marques comme ça, tu vois, de ne pas s'enfermer dans quelque chose de tout le temps ultra cadré et léché. Donc, franchement, c'était super. Ouais. Et c'était les GIFs pour les stories Instagram, hein, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Dans le compte, ouais, pour les stories, exactement. Ouais, trop bien. Excellent. Donc voilà pour mes petits projets. Parfait. Eh ben, du coup, super. Merci pour ça. Comme ça, on peut se faire une petite idée et puis on invitera tout le monde à aller fouiller ton portfolio et te suivre sur Instagram pour tout voir. Quand on préparait cette interview, le sujet étant comment développer son portfolio, tu m'avais dit que pour toi, le mot portfolio résonnait avec école et que on en faisait tout un foin pendant les études sans vraiment réussir à vraiment définir le truc et que toi, tu disais, mais en fait, il faut juste rester cool et soi-même. Alors, ça peut être, on a l'impression que c'est un peu facile à dire et c'est sûr que il y a la tentation quand on fait un portfolio de faire quelque chose de très scolaire, genre on veut faire les choses propres, etc. Mais comment éviter cet aspect scolaire et comment rester cool et soi-même? Alors déjà, c'est vrai que le mot portfolio, c'est très scolaire pour moi. Et si mes élèves regardent un de ces lives, puisque je donne des cours en école supérieure en illustration, je leur en ai déjà parlé. Le mot portfolio, il est hyper sérieux. On a l'impression que tu sors ton book de mannequinat en mode avec des photos sur papier glacé. Vraiment, pour moi, c'est pas ça un portfolio. En fait, il faut garder à l'esprit qu'on est dans des métiers créatifs. En général, si on écoute ce live, on est plutôt dans une fibre créative. Et en fait, en création, ce qu'on a envie de voir, c'est de la nouveauté, c'est de la fraîcheur, c'est des choses qu'on n'a pas vues auparavant. Alors bon, on va certainement pas réinventer l'histoire du graphisme en un portfolio, mais quand je dis qu'il faut rester soi-même, c'est que dans le portfolio, on doit ressentir ta personnalité, tes affinités, qu'est-ce qui te caractérise, qu'est-ce que tu as envie de raconter en fait finalement à ton futur employeur ou à ton futur client. Et pour moi, portfolio, ça veut forcément dire, tu vois, ou donc un bout de papier un peu vieillot, ce qui ne se fait plus du tout, enfin beaucoup aujourd'hui, ou un PDF un peu redondant que tu enverrais comme ça à ton client, ce que moi j'ai fait à mes débuts, j'avais un PDF. Un PDF, quoi. Il est toujours dispo sur ton site, d'ailleurs, ce PDF, il me semble. Ah bon? Ouais, moi, je l'ai trouvé. J'ai mon CV. Pardon, oui, ton CV. C'est moi qui mélange. Autant pour moi. Oui, j'ai un CV parce que finalement, ça m'a été utile quand même de l'avoir pour des clients qui sont allés le chercher. Je ne sais pas comment ils y sont allés, mais bon. Ouais, d'accord. Chacun son chemin, j'ai envie de te dire. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au départ, comme je n'avais pas de site internet béton qui était bien foutu, et puis j'avais pas beaucoup de projets parce que je sortais d'école, donc j'avais bossé un tout petit peu en freelance avec BETC quand j'étais en école, mais derrière ça, j'avais pas grand-chose à montrer, et j'avais mes projets d'école. Et du coup, j'envoyais ce PDF pas très très fun, qui était pas assez sérieux, dans lequel je mettais peut-être pas forcément toute ma personnalité parce que j'étais plus timide, j'avais moins confiance en moi. Et en fait, ce que je donnerais comme conseil, donc soit vous choisissez le PDF, mais là, il faut que vous mettiez des choses, que vous soigniez la typographie, que vous proposiez des choix graphiques en fait qui vous font se dénoter des autres. Ou soit un site internet comme moi je l'ai fait plus tard parce que j'avais le temps et j'avais les skills pour et la matière à mettre dedans évidemment en restant vraiment moi-même, à savoir pour vous donner un exemple concret, j'aime les couleurs, dans mon travail il y a plein de couleurs, donc je suis partie sur un site où mes projets étaient mis en avant avec un fond blanc et juste mon nom puisque je travaille sous le nom La Ville et les Nuages, en restant dans des couleurs etc, mais pas non plus dans la surenchère puisque j'ai déjà des boulots très bavard, ce qu'on appelle.
j'ai voulu voilà, rester juste moi-même comme ça et mettre mon travail à l'honneur avec une mise en page assez sobre et juste colorée, quoi, en restant moi-même. Finalement, après, voilà, ça dépend de tout un chacun. Tu dirais que c'est toi, ça, sobre et coloré? Oh, sobre, je sais pas, vu mes boucles d'oreilles, je pense Ouais, que c'est pour ça que je pose la question. dans la sobriété, mais c'est plutôt l'idée, et ça c'est ce que je répète un peu tout le temps pareil à mes élèves, c'est une histoire de rapport de force, si tu veux. Si tu es dans un travail qui est extrêmement coloré, avec des grosses typos, des trucs hyper qui en jettent quand on voit tes dessins, il faut que l'endroit où ils vont être mis en valeur soit assez calme, tu vois, pour en mode Piccadilly Circus avec des panneaux dans tous les sens où on ne sait plus où regarder, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est plus ça quand je dis un rapport de force, c'est vraiment voilà, tempérer si tu es dans quelque chose de très coloré, ou au contraire si c'est très épuré, soit tu restes dans une épure très forte, ou soit tu trouves une balance pour raconter encore plus de toi dans ton site internet ou ton portfolio PDF. Ouais, bien sûr. Et sur ton site, on peut peut-être basculer sur ton portfolio de nouveau. Sur ton site, il y a, il me semble, genre 80% de projets pro et 20% de projets perso. Il y a toute ta personnalité, donc, quels que soient les projets. Est-ce que tu peux nous montrer et nous expliquer un peu comment tu choisis les projets que tu présentes? Donc, c'est vraiment toi, ça se voit clair et net. Mais quels sont les choix de direction artistique que tu fais pour ça je montre pas, et l'équilibre entre les projets pro et les projets perso? En fait, pour être tout à fait honnête, au départ, mon site internet, comme je n'avais pas beaucoup d'expérience, c'était mainly des projets perso. Aujourd'hui, je le vois de cette façon, j'ai mon site que j'envoie à des clients. Donc, je veux leur montrer des choses concrètes, des choses que j'ai faites, qui sont sorties, qui peuvent manipuler, ce que j'appelle. Et j'ai Instagram à côté, qui est plutôt pour une liste non exhaustive de tout ce que je fais. Tu vois, il y a plein de projets d'Instagram, d'illus d'Instagram que je partage parce qu'elles sont dans l'actualité, ou un peu en mode humour, etc., que je mets pas dans mon site internet, parce que mon site internet, c'est voilà, un espace professionnel que je présente à mes futurs clients, et je veux qu'ils se rendent compte de la pluralité de mes capacités, tout en restant simple et concret. Et ensuite, j'ai quelques projets qui ne sont pas, physiques, mais là, et encore, j'ai quand même vraiment trié mon site. Par exemple, ce projet-là, les classiques, je précise que c'est fictionnel à côté, parce que j'ai des gens qui se disent que voilà, c'est un livre qu'ils vont pouvoir aller trouver, quelle maison d'édition, etc. Ensuite, voilà, c'est des projets que j'ai dans mon site, les projets perso qui montrent un style différent, un sujet différent, à savoir ici le sport, par exemple, que je ne traite pas dans mon quotidien. Là, pareil, c'était une mise en situation de couverture de livres, etc., que je n'avais pas eu la chance de faire en réel, donc je l'ai fait en fictionnel. Mais c'est vraiment, voilà, tu vois, pour montrer un peu une pluralité de capacités, et ensuite pour montrer un petit peu aussi que je sais écrire un petit peu des strips, écrire une capacité un peu de copywriter. On adore ce mot qui ne veut rien dire. Mais tu vois un petit peu ce côté, je sais écrire des blagues, quoi. Je vais pas monter mon one-man show demain, mais c'est vrai que l'humour et le texte, c'est quand même très présent dans mon travail. Donc, ce que je fais, c'est que sur ce qu'on voit en premier, quand on arrive sur mon site, c'est mes projets les plus récents et les vrais projets. Et ensuite, quand tu vas plus loin, tu peux aller chercher des choses un petit peu plus subtiles, entre guillemets, qui n'existent pas forcément. Mais je pense qu'il faut aussi bien garder à l'esprit qu'un client qui va regarder votre travail, il a 1 seconde pour regarder votre boulot. Le mec, il fait ça entre un café, sa femme qui lui dit « va chercher les gosses ce soir ». Il n'a pas le temps d'être là, alors je vais aller regarder, qu'est-ce que c'est, il faut vraiment, non mais c'est con, mais il faut vraiment être impactant. Efficace, voilà, c'est le mot, te dire, même tu vois, moi, toutes mes mosaïques, toutes mes petites images, elles se suffisent. La personne, elle n'a pas forcément besoin d'entrer dans l'image. Elle comprend, voilà, là, c'est un bouquin. S'il a envie d'en voir plus, il va aller chercher, mais il voit que c'est de l'édition, ça aussi, ça, c'est de l'animation. Enfin, ça lui raconte déjà quelque chose. Et ensuite, le client, si c'est pas du démarchage spontané de ta part, si le client, il va chercher quelque chose dans ton portfolio, il va totalement le trouver si c'est ce qu'il cherche. Donc,
Si tu es efficace et ça. concis, c'est suffisant. Tu vois, t'as pas besoin de raconter des trucs. Et ça, c'est ce que je répète à mes élèves aussi. Et je suis désolée, j'arrête pas de parler de mes élèves, mais finalement, c'est quand même un gros sujet. Bien sûr. Ouais. Le portfolio, comme tu le disais, ça tient un peu au scolaire et ensuite, après, tu le mûris. Mais ce que je raconte aussi souvent à mes élèves, c'est que dans ton portfolio, tu écris pas un roman. Tu vas pas, tu sais, raconter, voilà, en mars 2020, j'ai été contactée par truc pour faire machin. Il faut juste dire, voilà, j'ai fait ce projet avec ces gens-là pour ce but-là et basta. Comme on l'a dit juste avant, si tu commences à raconter une histoire, un poème, un machin, la personne, tu vas la perdre et tu vas perdre son intérêt, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être hyper efficace. Ça peut paraître un peu froid, un petit peu hautain de dire, voilà, je jette mes informations comme ça et les gens en font ce qu'ils veulent. Mais finalement, quand tu es dans une démarche d'être percutant, tu ne peux pas te permettre d'écrire des choses trop longues et trop indigestes, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis après, avec tes petits gifs animés, etc., ça rend la chose aussi joyeuse et ça donne vraiment envie de s'y balader. Et puis, je remarque aussi, c'est très clair, tes onglets tout en haut. Il y a illustration, animation, shop et à propos. Ouais, tu peux nous montrer. Ouais, voilà, donc pourquoi ces choix-là et puis peut-être... alors, au niveau des choix, comme je te disais, c'est surtout pour des projets réels. Et effectivement, en animation, là, j'ai eu la chance de travailler avec le Canada beaucoup pour des projets de newsletter dans une agence de pub, donc notamment ce petit gif-là et ce gif-là. Je n'ai pas mis les autres parce que justement, je les trouvais moins intéressants. J'étais moins fière de mon travail. C'est aussi ça, le portfolio, c'est aussi se dire de quoi je suis fière et qu'est-ce que je peux défendre aussi, tu vois. Ouais. Te dire, si le mec il vient te chercher en me disant alors ce gif, quel était le but de ce gif-là, pourquoi vous l'avez fait, est-ce que vous seriez capable de le refaire, etc. Faut que tu sois à même de dire ouais, je suis hyper solide sur mes appuis, ça je l'ai fait dans un tel temps donné, avec ce client-là, donc qui avait ces attentes-là, etc. Moi, je montre que des projets que je suis à même de défendre et sur lesquels je me sens à l'aise, tu vois. Ouais. Et j'ai fait des boulots dans ma vie que j'aime bien, mais voilà, je ne vais pas forcément non plus les mettre hyper en avant parce que je trouve que soit ça me représente moins, soit c'est pas très mature par rapport à ce que je fais maintenant. C'est aussi un choix par rapport à vous et c'est en ça qu'on dit de rester soi-même, c'est de présenter des choses qui vous représentent finalement, en fait. Ils sont vous-même. Ouais. Tu peux nous montrer aussi ton à propos en parlant d'être toi-même. C'est là, c'est vraiment. Il y a des images et puis il y a le texte. Et je pense que pas mal de personnes aussi peuvent parfois se poser la question de mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte sur moi? Et voilà, qu'est-ce que toi tu as. Alors après, moi, j'ai comment dire sans prétention quoi, j'ai toujours eu une facilité à écrire, si tu veux, à expliquer les choses, à me présenter, etc. Ça, c'est parce que je sais pas pourquoi. Je dois être extrêmement narcissique pour arriver à parler de moi. Mais blague à part, c'est vraiment l'idée de juste, dans la description, vous raconter brièvement. Donc, comme je disais avant, on commence pas à dire « je suis née à Paris à 20h50 un soir d'hiver ». L'idée, c'est vraiment... On va droit au but, tout le temps. Moi, c'est vraiment ce que je dis. Ce que je pense important, c'est de dire les études qu'on a fait. Quand on débute, plus tard, c'est peut-être plus au goût du jour de préciser quelles études on a fait, etc. Encore une fois, c'est très personnel, cet avis que j'ai sur ce qu'on raconte. Peut-être que les gens vous diront « Ah bah non, il faut pas dire ça, c'est trop personnel, justement ». Moi, je trouve ça bien de dire d'où l'on vient, ce qu'on a fait, comment on est arrivé à faire de l'illustration, parce qu'il y a des artistes aussi qui ont fait des choses totalement différentes avant. Je pense notamment, tu sais, à Claude, qui a pas du tout fait d'illustration avant, et je trouve ça hyper cool de raconter que avant t'étais, j'en sais rien, électricien, et maintenant tu fais de l'illu. Enfin, ça c'est trop chouette. Ouais, bien sûr. Et raconter son histoire, voilà, c'est ça être soi-même aussi, c'est raconter un petit peu de soi. Et ensuite tu expliques brièvement tes centres d'intérêt. Ça peut également permettre de te définir. Moi, par exemple, pendant très longtemps, on m'a associé uniquement à des dessins féministes, si on peut appeler ça comme ça. Enfin bon, c'est extrêmement réducteur, parce que je ne dessinais que des femmes. Donc on disait, ah ma Louise, elle fait que des filles, donc elle va faire que des filles. Au bout d'un moment, bon, on a un petit peu peut-être envie de faire d'autres choses. Ouais, bien sûr.
Et du coup, c'est ça qui m'a permis, tu vois, de préciser dans ma description que j'aimais la céramique, que j'étais intéressée par telle ou telle chose, les supports, le digital, la télé, bref, un peu mes centres d'intérêt. Et voilà. Et il faut bien garder à l'esprit que dans ta description, tu restes dans ton champ lexical. Tu vas raconter tes centres d'intérêt qui peuvent présenter un lien par rapport à ton boulot. Par exemple, tu vas pas dire j'adore, je sais pas, regarder Netflix avec mon mec. Oui, ok, mais on s'en fout, quoi. Il faut rester dans des choses concrètes que les personnes qui te découvrent vont pouvoir rattacher à ta personne, en fait. Enfin, je le vois comme ça, personnellement. Oui, bien sûr. Et puis après, ta liste de clients, notamment les noms les plus connus pour que les gens puissent immédiatement t'identifier. Et avec à chaque fois un lien qui fonctionne, qui les renvoie directement au projet. Comme ça, ils cherchent immédiatement ce qui les intéresse, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Top, top, top. Merci pour ça, ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager aussi les personnes qui t'ont inspiré, les artistes qui t'ont inspiré, que ce soit en termes de portfolio ou quoi que ce soit, dis-moi. Alors, je vais commencer, je vais vous en présenter 2 et je vais présenter des filles. Ouh là là. Girl Power. Je vais présenter le travail de Laura. Je ne sais pas si elle est peut-être sur ce live, c'est possible parce que. Coucou Laura. Je ne sais pas du tout, mais en vrai, si elle passe par là, elle verra à quel point j'aime son travail. Je trouve que Laura, son portfolio est ultra limpide et un petit peu en exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, Laura, elle a un style très chamarré avec plein de couleurs, des personnages, des textures surtout. Elle gère super bien les textures, j'adore ça dans son travail. Et tu vois, le reste du site est extrêmement simple. On est sur un fond limpide, les typos en haut, elles prennent pas la parole trop. On a juste, voilà, je suis Laura, freelance illustrator based in France. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose finalement? Pas tellement. Et après, voilà, tu vas chercher ces petits projets et tu as tout qui se présente avec des photos. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans le travail de Laura, c'est le soin qu'elle apporte à la mise en scène de ses boulots. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne prends pas le temps de faire et c'est pas bien. De faire de jolies mises en scène de son travail. Laura, je trouve qu'elle a une sensibilité à ça qui est vraiment chouette. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer son boulot parce que elle a, voilà, tu vois, typiquement, le edit, voilà, c'est elle qui a réalisé l'illustration. C'est du taf, hein, toutes ces mises en situation. C'est vraiment du taf, quoi. Ah oui, mais totalement, c'est ça aussi, c'est un boulot de DA, hein, finalement, c'est même plus de l'illustration, c'est du travail en scène pour vraiment montrer comment ça vit. Mais tu vois, c'est des mock-ups qui sont pas non plus là trop compliqués, mais qui font super bien le taf parce qu'ils sont jolis, ils sont cohérents avec son travail. Enfin bref, moi je suis une fangirl de Laura, mais je trouve que voilà, son portfolio est complètement à son image d'ailleurs, et on sait exactement où on est, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis même, elle a une petite bio avec ses petits. Ça, c'est pas mal aussi dans les portfolios, moi je trouve, de mettre quand tu en as tes parutions dans la presse, des interviews, des choses comme ça, je trouve ça très cool de partager ça. Pareil, ça te raconte, donc c'est toujours la même chose, hein. Et Laura a un shop également où elle vend ses illustrations. Si vous voulez aller voir, je fais un peu de pub, hein. Je pas besoin de ma pub, mais en tout cas, je trouve que son travail est vraiment chouette. Et du coup, en corrélation avec ce site internet, puisque c'était un peu la porte d'entrée initiale, son Instagram, qui est en fait hyper cohérent avec son site. Tu vois, on reste dans ce boulot hyper texturé, hyper coloré, avec toujours, tu vois, des mises en scène. C'est ouf, tu vois, elle se donne sur les mises en scène, et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que ça met énormément son travail en valeur. Et c'est pas des mock-ups comme des faux mock-ups, entre guillemets, c'est vraiment elle qui fait les photos, etc. Et ça, c'est vraiment trop cool. Du coup, voilà pour ma première petite référence. Et la deuxième, c'est celle de Steffi Broccoli, on en parlait tout à l'heure. Elle, je trouve qu'elle a un site qui est pareil super intéressant et quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, elle a ce côté très shop quand tu arrives sur la page parce qu'elle a ses petites guirlandes, ses machins. Et quand tu veux voir ses illustrations, tu as juste cet onglet et chaque projet a une page qui lui est consacrée et qui est hyper bien fichu, je trouve, qui prend tout l'espace avec ce côté un petit peu détouré, tu vois, qui met vraiment les pages en valeur.
qui est tout simple aussi, où elle présente voilà, en 3-4 mots quel est le projet. Mais ça, je trouve ça vraiment très cool, ce truc sur fond blanc où elle a détouré et au final, on ne se concentre que sur ces illustrations hyper, encore une fois, hyper colorées, hyper chamarrées, avec un setup tout simple. Moi, je trouve ça vraiment efficace. Puis en plus, cette fille, elle a l'air de faire vraiment beaucoup de choses au-delà de l'illustration. Et son site est plutôt clair, enfin même très clair d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment, et je le trouve vraiment sympa. Puis j'aime beaucoup son travail. Et pareil, elle a un shop à chaque fois, tu vois, c'est un petit peu toujours ultra limpide. Ses pins sont vraiment hyper choux par contre. J'adore. Mais voilà, je trouve qu'elle a. C'est vraiment en appui de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des sites très simples pour des boulots très chamarrés. Tu vois, ça c'est hyper efficace, je trouve, avec juste ton petit logo comme ça qui marche bien, puis un petit gif d'accueil. On sait directement là où on est, tu vois, on sait qu'on est dans des illus maniables, colorés, enfantines, mais qui peuvent s'adapter à autre chose. Enfin, je trouve qu'on comprend totalement là où on est immédiatement, quoi. Et c'est ce qu'on veut finalement dans un site internet, quoi. C'est clair. Ouais. Et toi qui as aussi, je rebondis juste là-dessus parce que ça m'intéressait aussi. Pardon, j'ai ma voix qui se casse. Tu as aussi un shop et tu vends beaucoup de choses. Et je veux dire, ça aussi, ça me paraît être beaucoup de travail. Ça l'est totalement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand tu as un site, un shop. C'est que ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Moi, c'est 50% de mon activité, ma boutique. Ah ouais. Ouais, finalement, tu sais, je me suis... au début, j'avais lancé ça en me disant... bon, bah voilà, je vais vendre 3-4 illus à des gens qui me l'avaient demandé. Et puis finalement, ça a plutôt bien pris. Et puis, bah, moi, j'adore ça. C'est toujours faire des petits paquets, des machins. Je trouve ça trop cool. Mais ça prend du temps parce qu'il faut gérer la partie impression, la partie livraison, avec tous les problèmes que ça incombe, la poste, colis imbimés, les choses à renvoyer, à rembourser, les trucs à ouvrir quand les colis ont été endommagés. C'est du travail. Et puis, il faut une bonne solidité mentale quand on défonce tes paquets alors que t'es allé chercher des enveloppes en béton armé, littéralement, et les mecs, ils rendent ça à coups de savate dans ta boîte aux lettres. Oh, punaise, les boules. Un petit peu irritant, mais voilà, ça fait 2 ans que j'ai ma boutique. Aujourd'hui, tout est carré pour que ça n'arrive plus, ces soucis-là, mais ça m'a mis un temps fou de trouver les bons paquets, les bonnes boîtes, les bons machins. Ça m'a mis du temps et maintenant, voilà, je me diversifie un peu sur les stickers, etc. Au cours de l'année, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, mais ça prend également du temps de trouver les fournisseurs, tout ça, pour que ça soit fait dans des bonnes conditions, que tu payes pas des taxes trop chères, etc. Ouais, ça va être un temps fou de calculer tout ça et tout. Mais je me demandais, tu dis que c'est la moitié de ton temps, mais tu dirais que c'est aussi la moitié de tes revenus, le shop? La moitié de mes revenus, c'est beaucoup, je pense, mais c'est une grosse partie de mes revenus, ouais, quand même. C'est par pic un petit peu, finalement. Il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, puis il y a des moments où c'est de la méga folie. Mais finalement, ça reste quand même, malgré ces pics assez marqués, ça reste quand même un fil conducteur très présent, ouais, dans mon travail et dans mes revenus, ouais. Ouais. Je salue le truc parce que je sais pas si j'aurais fait de patience, moi, personnellement. Après, c'est l'aspect logistique. Oui, voilà, c'est l'aspect logistique, il est gros. Il est gros et il faut le... Tu aimes faire des petits paquets, comme tu dis, des petites enveloppes, des petits machins, des petits trucs. Oui, et je pense que je perds, entre guillemets, du temps à faire ça. Mais moi, c'est pas du temps du tout perdu. Et c'est pour ça que mes colis prennent du temps à être envoyés. C'est que je prends le temps de faire des choses personnalisées, etc. Et que j'envoie pas à la chaîne des illus sans pochette, sans truc un peu sympa. Oui. Voilà, et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, avec les boutiques en ligne, les gens veulent des délais comme Amazon. Sauf que moi, je ne suis pas Amazon. Et mon bureau, je fais tout toute seule, je gère tout toute seule. Et je ne peux pas, quand tu commandes à 23h, avoir le truc dans ta boîte aux lettres le lendemain à midi. Moi, je ne fais pas ça. Tu as des personnes qui te disent, genre, j'espère que je l'aurai demain? Pas j'espère que je l'aurai demain, mais je le veux super vite. Ouais, souvent.
Et moi, j'explique que bah, voilà, je pratique des délais humains et que je ne peux pas me permettre d'avoir ce type de délai-là. Enfin, humainement, c'est juste pas possible pour moi, d'autant plus que cette activité n'est pas ma seule activité, tu vois. Bah oui, Je suis illustratrice et je donne des cours et je fais ça. Et voilà, j'ai plusieurs casquettes qui ne me permettent pas une efficacité aussi forte, quoi. ouais, bien sûr. Ouais. Ok, top. Ben, génial. Maintenant, on va passer la main à Adobe Yes. pour la partie outils. Donc, on en a vu, on a vu, j'ai du mal à parler là-bas, on a vu les portfolios, bref. Et aujourd'hui, Adobe va nous parler de Adobe Portfolio, justement. Donc, Olivier, c'est à toi. Merci, merci. Alors, tout d'abord, bravo à Louise pour toutes ces belles choses pour la Merci. communauté. C'est toujours un plaisir de voir tout ça. Donc, en effet, aujourd'hui, on va parler de Adobe Portfolio, mais pour parler d'Adobe Portfolio, il faut avant tout faire un peu de passage. Alors, je vais faire le partage. Hop. Il faut faire un petit partage d'écran et passer par Behance. Alors, pourquoi Behance? Parce qu'il y a donc Adobe Portfolio et Adobe Behance. C'est bien deux choses différentes. Donc Behance, pardon, est vraiment le réseau social sur lequel vous allez pouvoir poster des projets, recueillir des commentaires, mettre de côté des projets d'autres personnes, les mentionner, interagir, etc. Et Adobe Portfolio va être la vitrine donc de vos travaux. Alors pourquoi on passe par Behance? Tout simplement parce que vous allez pouvoir directement depuis Behance, comme vous pouvez le voir. Alors ici j'ai mis mon Behance perso parce que vous voyez, bon, j'ai tout un tas de petits projets. Et directement, je vais pouvoir modifier mon Adobe Portfolio depuis Behance. Donc, ils sont bien indépendants, mais ils sont tout de même intimement liés. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un compte Behance sans créer l'Adobe Portfolio et créer un Adobe Portfolio sans avoir de compte Behance. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, alors toujours sur mon perso, voilà ce que donne un Adobe Portfolio. Alors, il est possible, comme on va le voir ensuite, de customiser plein de choses. Et donc, qui a récupéré tout simplement mes projets Behance directement pour créer le portfolio. Donc, c'est super pratique parce que du coup, voilà, je crée un projet, je peux recueillir des avis, je peux interagir avec la communauté et je peux directement réimporter ces projets dans mon portfolio. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment fait-on pour créer un Adobe Portfolio? Alors, je vais passer... Voilà. Donc, une fois que vous êtes sur le site Adobe Portfolio, vous allez avoir la possibilité de créer jusqu'à 5 sites. Alors, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit la semaine dernière, du coup, par notre artiste invité, qui nous a dit que c'était vraiment bien de faire des portfolios séparés, un pour la photo si on fait la photo, un pour l'illustration si on fait l'illustration, etc. Donc là, vous avez la possibilité d'en créer 5. Donc, ce qui est assez récent. Avant, on pouvait en créer qu'un seul. Du coup, c'était déjà très bien, mais c'était un petit peu bloquant sur ce point. Donc, on va partir tout simplement sur un nouveau site. Alors voilà, quand je crée un nouveau site, je peux choisir de créer soit une page d'accueil qui va avoir un gros visuel avec un lien vers le portfolio, soit créer un portfolio complet. Donc, on va commencer par un portfolio complet. On va commencer donc tout simplement par choisir un thème qui nous intéresse. Alors, par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà, bon, j'ai une petite preview. Je peux voir le rendu en écran ordinateur, en mode tablette et en mode téléphone parce que, bien évidemment, ils sont tous responsives. Donc, du coup, je vais faire utiliser ce thème. Voilà. Et il a repris ici, donc il a mis mon nom, forcément, et il m'a mis la navigation Work et Contact. Donc vous voyez, on part vraiment de rien. Et donc là, libre à vous de pouvoir tout customiser. Alors, avant de commencer, on va regarder ce qui se passe un petit peu du côté des réglages. Donc les réglages, c'est quelque chose qui nous a été demandé dans la session de la dernière fois, quand on a évoqué Adobe Portfolio. Est-ce qu'il est possible d'avoir son propre nom de domaine? Alors oui, il est tout à fait possible d'avoir un nom de domaine qui pointera directement sur votre portfolio. Du coup, ça, c'est assez pratique. Là, pour l'instant, il nous donne un nom de portfolio qui très souvent est rattaché et commence par le nom du compte et ensuite celui de portfolio. My Portfolio, pardon. Les paramètres de page d'accueil, vous pouvez choisir par où vous allez commencer, faire des pages 404, parce que maintenant, il y a un vrai travail de beaucoup d'artistes sur des pages 404 super sympas.
Une petite intégration de Google Analytics, pareil, ça nous a été demandé, ce qui est assez pratique. Optimisation de la recherche pour mettre des métadonnées, description et keyword. On peut faire des méta personnalisés, le favicon. Bon, vous voyez tout un tas de... C'est des choses qu'on va retrouver dans des CMS, j'ai envie de dire, un peu classiques, donc protection par mot de passe si vous le souhaitez, bannière de cookies et restaurer les styles du site. Donc voilà, ça c'est des. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans ces réglages parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment optimiser et faire un portfolio aux petits oignons comme vous le souhaitez. Ensuite, il y a donc la notion de page, la notion d'intégration, les thèmes, on a vu tout à l'heure, et on peut d'ores et déjà modifier des choses. Donc on va commencer par exemple le logo. Quand je clique dessus sur le petit icône du crayon là-haut, je vois que j'ai le nom du site logo. Je peux activer la légende, par exemple. Et du coup, je peux la modifier, je peux mettre un conteneur, la largeur que je veux pour le conteneur du logo, est-ce que je le veux plus ou moins grand. Donc, vous voyez, tout ceci fait appel à des propriétés CSS, bien sûr, mais du coup, vous avez accès directement à ces propriétés, juste avec des sliders pour pouvoir customiser au maximum les éléments de votre site. La navigation de même, alors on peut la personnaliser, gérer les pages. On va voir qu'il y a des choses qui vont être générées automatiquement par les pages, donc pour l'instant, je la modifie pas. La couverture de page, les options de mise en page, on va regarder tout ça. Vous allez voir que tout dépend beaucoup des pages. Donc, ajouter une page. Alors, on peut le faire ou par ici. Donc là, vous voyez que j'ai un onglet Work, pardon, j'ai moi aussi la voix qui est cassée, décidément. Et où on peut le faire par là. Donc, on va se retrouver un petit peu sur des choses similaires. Seulement là, on va pouvoir faire une sous-page personnalisée dans laquelle on va pouvoir mettre ces éléments graphiques. Et également, quelque chose de très intéressant, ça va être la notion d'album Lightroom. Je pense évidemment à nos amis photographes, s'il y en a dans la salle. Donc, si par exemple, je prends un exemple perso, je vais choisir mon album dans Lightroom, je vais faire importer les éléments sélectionnés. Et donc, il suffit d'attendre un tout petit peu. Voilà. Donc là, lui, il me propose tout de suite différentes choses. Donc, un style de mise en page. Donc, on peut modifier, encore une fois, j'ai complètement la main sur l'entête de la page. Je peux modifier les infos de la page. Donc là, on voit qu'elle s'appelle Off Barcelone, parce que c'était le festival Off à Barcelone. Je peux rajouter une description, des champs personnalisés, des mots-clés qui servent pour la recherche ensuite. La grille de photos également, qui est complètement customisable. On peut réorganiser le contenu de la page, gérer les images qu'on veut voir appliquées ou pas. On peut évidemment cacher des images. Modifier le style de grille. Alors là, bon, bah voilà, j'ai la taille de la gouttière, j'ai le nombre d'images par ligne. Je peux le changer. J'en veux 6, j'en veux 2, puis pourquoi pas. Donc du coup, il faut le temps qu'il refasse la mise à jour. Donc là, vous voyez que j'ai créé une page. Et du coup, elle va se retrouver ici, dans ma navigation. Donc, une fois que j'ai fait ça, première chose, on va déjà tout de suite tester. J'ai juste ajouté une page. Je peux faire un aperçu ou publier le site. Alors, on va commencer par faire un aperçu. Voilà. Et il me montre ce que va donner mon site. Donc, quand je clique sur Work, pour l'instant, j'ai juste un projet. Ça reprend le thème que nous avions choisi au début. C'est-à-dire que les autres pages que je vais ajouter vont se mettre à la suite de celle-ci. Et je peux avoir directement accès donc, à la page en elle-même avec les contenus et les agencements que nous avons choisis. Quand vous cliquez dessus, alors après, ça dépend des thèmes, mais celui-ci, par exemple, un affichage, voilà, vous pouvez regarder les photos en grand sous cette forme-là, comme une lightbox. L'onglet contact, un classique, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc là, on a un aperçu de ce que donne notre site, avec bon, le petit retour en haut. Pareil, des choses, somme toute, classiques. Et là, j'ai vu l'aperçu et ça me convient. Donc, je peux rajouter, pourquoi pas, une autre page. Donc, je vais dans mes pages et là, je vois que j'ai différents réglages. Je peux modifier le titre de la page, l'URL de la page. Je peux la dupliquer pour créer un doublon facilement, ajouter un mot de passe. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui sont également personnalisables. Je peux aussi également choisir, c'est ce que j'ai fait par exemple quand je vous ai montré mon Behance. Moi, dans mon Behance, j'avais importé tous mes projets parce que j'ai connecté mon compte Behance, mais je ne voulais pas tous les voir affichés. Du coup, si je décide de
d'activer le petit switch, pardon, eh ben, elle ne sera plus visible, cette page-là. Donc, ça nous permet du coup d'importer plein d'albums photos, par exemple, ou plein de projets Behance, et du coup de pouvoir les activer ou non. Alors, on va pouvoir, donc du coup, on est sur notre... vous voyez, donc j'ai la possibilité maintenant de rajouter une page, donc allons-y. On va ajouter une nouvelle page, on va l'appeler illustration, par exemple. Destination, parce qu'on peut créer des sous, parce que là, vous voyez que j'ai un menu qui s'appelle Work, je peux créer des sous-catégories. On peut le décider que c'est la page que l'on va créer va être une page d'accueil, c'est ce qu'on verra en premier. Là, je dis donc créer une page. Voilà. Et là, vous avez donc la page illustration. Alors, j'aurais peut-être dû lui donner du coup, parce que ça, c'est plus une catégorie. Donc, on va du coup modifier les infos de la page. C'est fait pour ça. On va l'appeler projet démo. Voilà. Projet démo. Maintenant, j'ai tout un tas d'outils qui vont me permettre de créer ma page. Donc, évidemment, insérer des images, du texte, grille de photos, comme on l'a vu, insérer un projet depuis Lightroom, des vidéos, de l'audio. On peut même faire de l'intégration quand vous récupérez des codes d'intégration. Sur certains sites, vous pouvez récupérer les codes pour qu'ils aillent directement via une iframe intégrer les données dans votre propre page. Un bouton. Ajouter les icônes de réseaux sociaux, voire un formulaire. Donc, vous voyez que là, avec ces possibilités, vous pouvez créer vraiment tout du sur-mesure. Alors, on peut ajouter du texte. Alors, ou peut-être plutôt... On va juste ajouter un bouton, voilà. Donc, je peux éditer ce bouton. Du coup, il y a une petite erreur de... Donc, voilà, j'ai le texte du bouton, vers quoi il amène. Et puis, les différents réglages classiques que l'on retrouve sur du CSS, tels que la police, la hauteur, le rayon, le remplissage, etc. Donc, vous voyez que là, c'est du coup très facile. J'ai créé un bouton. Je peux ajouter... Voilà. Donc, du coup, je peux rajouter un autre élément. Donc, ça, c'est le retour au début. Je peux le modifier aussi, bien sûr. Et là, je peux ajouter autre chose. Je vais rajouter, par exemple, du texte. Voilà. Donc là, je peux le mettre à côté. Je peux séparer les éléments. Je peux les redimensionner. Vous voyez que vous avez une grande, grande liberté d'action. Et entre les deux, entre les conteneurs, vous pouvez donc aussi également ajouter des choses. On peut mettre une zone de texte en dessous et donc commencer à taper son texte. Ceci est un projet. Voilà. Ceci est un projet de démo. Voilà. Et on ajoute des images et on crée comme ça toute sa page sur mesure. Donc, vous voyez tout de suite la souplesse que l'on a, la simplicité, la facilité de modification et d'importation des éléments, parce que là, quand on retourne dans nos pages, donc ce que je vous avais évoqué tout à l'heure, vous voyez que là, voilà, j'ai ma page projet démo, et je peux évidemment donc en modifier même l'ordre. Je peux dire que je veux que les photos soient avant la page projet démo. Pardon, je l'ai sorti du work, hop, parce que ouais, on peut les sortir également. Et donc, du coup, là, si je retourne là, je vois que projet démo est en premier, off est en second, et donc je retourne sur la modification d'ordre. Je vais prendre plutôt celle-là pour la monter. S'il veut bien. Voilà. Et du coup, Off Barcelone devient là. Donc, vous voyez, une création de menu très simplifiée, très facile. Donc là, on voit qu'on a un onglet, une catégorie Work. On se dit, bon, OK, mais j'aimerais bien peut-être une autre catégorie. Donc, on peut ajouter une page d'accueil, une collection. C'est pour créer des grilles de sous-pages. Donc, c'est ce qu'on appelle une collection. Work, par exemple, c'est une collection. Donc, si je vais faire une collection pixel art, en ce qui me concerne, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, je vais me retrouver avec une nouvelle collection pixel art dans laquelle je peux rajouter donc mes projets de pixel art. Et donc, ça va être valable pour tout ce que vous allez faire. Donc, vous voyez que très, très simple de modifier tout ça. Entre-temps, vous dites, bon, OK, c'est sympa, mais j'aimerais peut-être voir d'autres thèmes. Alors, évidemment et heureusement, il est tout à fait possible d'appliquer d'autres thèmes sans avoir énormément de modifications à faire, parce qu'il va reprendre tous les éléments que vous avez modifiés. Et là, c'est un autre style de présentation. Alors, je peux changer. Il me dit que je n'ai pas de page de couverture, parce que ce thème a une page de couverture ici, donc je peux la changer. Là, je ne mets pas maintenant.
Donc voilà, je vois mon projet, parce que là, il a pas de page de couverture, donc c'est pour ça qu'il me le signale. Là, je vois ce projet-là. C'est un autre thème, et il y en a plusieurs gratuits qui ont des différents styles par exemple, celui-ci que j'avais pris de mise en page. Donc, voilà, typiquement, c'est celui que j'avais pris pour mon portfolio personnel. Vous voyez que c'est très facile du coup de changer tout ça, et je vais revenir à celui que j'avais choisi au début, qui est, si je ne m'abuse, celui-ci, et vous voyez qu'il a retenu que j'avais commencé à le modifier, donc il propose de continuer à le modifier. Donc, ce qui vous permet de tester des thèmes sans changer, pardon, excusez-moi, sans oublier les modifications que vous avez faites. Une fois que vous avez modifié, alors, encore une fois, tous les réglages disponibles, vous avez des modèles de couleurs claires et foncées, parce que c'est assez demandé, c'est très pratique, parce que du coup, on peut tout de suite se rendre compte de ce que ça donne, et ça permet vraiment de changer tout au tout la typo, les options d'arrière-plan. Enfin, vous voyez que tout est là pour pouvoir construire facilement quelque chose de très visuel avec vos projets. Ensuite, nous allons pouvoir, admettons que j'ai fini toute ma mise en page de site, et je dis, bon ben voilà, maintenant je vais le publier. Donc on va publier le site, on clique sur publier, et vous voyez qu'ici il me donne une URL, je suffira de cliquer dessus, et voilà mon site en ligne avec l'URL qui m'a été donnée. Évidemment, si vous avez une URL personnalisée, c'est l'URL personnalisée qui sera prise, et donc vous pouvez d'ores et déjà donc diffuser votre portfolio en quelques clics. Voilà, donc on voit le projet de démo que j'ai créé rapidement tout à l'heure. Donc, on peut revenir à l'éditeur, voilà. Donc, tout ceci pour vous montrer que vous avez un outil à disposition. Alors, à savoir que c'est un outil qui est intégré à toutes les offres Adobe. C'est-à-dire que vous ayez une All App ou que vous preniez juste une licence Photoshop ou un InDesign, c'est intégré automatiquement. Dans le tarif, vous avez accès à portfolio et donc à pouvoir créer 5 portfolios directement avec cet outil. Écoutez, je crois avoir fait un petit tour assez rapide. Je vous remonte les intégrations vite fait. Donc, il nous demande dans quelle collection on va importer les intégrations. Alors, on peut dire Behance. Là, je peux choisir, par exemple, dans le thème Pixel Art, je vais choisir d'importer des Behance, des Lightroom ou du stock, si jamais j'ai créé des collections dans Adobe Stock. Voilà, on va pouvoir, encore une fois, la simplicité, comme je vous le remonte parce que c'est vraiment super, super agréable de pouvoir faire ça. Hop, j'ai dû reprendre le même, bêtement. Alors, intégration. Ah non, pardon. Page. Oui, ok. Ajouter une page. Album Lightroom. Pourquoi il n'a pas voulu me le prendre? Non. Importer les éléments sélectionnés. Oui. Bon, d'accord. Étonnant. Étonnant celui-là. Il me l'a peut-être mis quelque part. Ouais, je regarde dans les pages. Mais peut-être par ici alors. C'est un petit bug utilisateur. Je pense que je n'ai pas dû faire la bonne manip. Ah non, je sais, c'est parce qu'ils sont dans le même album de démo, pardon. Donc c'est moi, je l'ai passé par les albums, donc c'est bien un bug utilisateur. Donc, je crois qu'on a tout vu pour cette partie-là. Vous avez donc, n'hésitez pas à utiliser Adobe Portfolio. La prise en main est très simple. Vous avez tous les outils en main, je pense. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions spécifiques par rapport à Adobe Portfolio? N'hésitez pas à me demander. Je peux également y répondre rapidement. Je pense également que nous ferons plus tard une session sur Behance, parce que comme je vous l'ai montré, ils sont très très liés tous les deux. Du coup, c'est assez intéressant de pouvoir profiter de tous les avantages de l'un comme de l'autre. Voilà, écoutez, je crois que pour ma part, j'ai fait le tour pour montrer les principales fonctionnalités de Adobe Portfolio. Donc, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Je pourrais même y répondre par la suite en chat, pas forcément en visuel. Il faut qu'on tienne le planning.
Jérémy, ça va? Je suis dans le timing? C'est dans les temps, c'est parfait. Super. Donc voilà, encore une fois, c'est une petite démo assez rapide parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps à montrer toutes les possibilités de customisation, mais vous avez vu que c'est vraiment très très simple. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Voilà pour moi. Ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Moi aussi, j'utilise Adobe Portfolio, notamment pour le site senscreative.fr que j'ai développé il y a 6 mois, 1 an. Et j'ai trouvé ça hyper intuitif. Donc, ouais, très, très cool. Oui, c'est vrai que ça a été vraiment pensé en ce sens pour pouvoir créer rapidement quelque chose. Et en effet, maintenant, il est intégré partout. Donc, c'est sans surcoût. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, quoi. Ouais, j'utilise le thème Egen, je crois. Egen, je ne sais pas comment il est fait. Oui, j'aime bien ce thème-là aussi. Mais je vais changer le mien personnellement. Donc, voilà. Ouais, ça marche, super. Eh bien, je crois qu'on est de retour avec Louise. Louise, est-ce que tu es là? Yep. Totalement. Ça marche. Eh bien, je crois que le moment est arrivé pour plonger dans l'aspect réseaux sociaux. Dis-nous tout, Louise. Dis-nous quel est ton secret. Comment tu utilises les réseaux sociaux? C'est une vaste question, ma foi. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'on appelle déjà réseaux sociaux? Quel réseau social marche pour toi? Alors, sans surprise, Instagram. Waouh! Plot twist de folie. Non, Instagram, c'est vraiment l'endroit où j'évolue le plus. Mais, petite surprise, depuis quelque temps, LinkedIn est très important pour moi. Ça m'a ramené beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouveaux contacts également. C'est assez étonnant parce que pendant très longtemps, LinkedIn, ça vivait. Oui. Tu sais, je postais un truc, ça faisait 5 vues. Bon, je posais ça comme ça. Et puis, depuis que j'ai partagé en fait une carte de Bordeaux que j'ai réalisée sur LinkedIn, ça a été un peu une explosion. Sur ce poste-là, j'ai été hyper étonnée et du coup sollicitée par la suite, ce qui m'a en fait ouvert des portes professionnelles, notamment avec des offices du tourisme, des choses comme ça, que je n'aurais peut-être pas pu trouver avec Instagram. Donc c'est pour ça que mon discours sur Instagram maintenant, il est un petit peu plus pondéré, même si c'est majoritairement, on va dire 80% de mon temps qui est sur Instagram et le reste sur LinkedIn. Et du coup, mon usage d'Instagram, il est quotidien, vraiment. Il n'y a pas un jour où je poste pas quelque chose, des stories, des posts, où je n'interagis pas avec les gens. Ouais. Après, ça, c'est une vision totalement personnelle de l'usage des réseaux sociaux que j'ai, qui n'est pas forcément l'usage le plus sain que l'on peut avoir avec les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est très chronophage, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut aussi avoir envie de répondre aux gens, etc. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que je fais avec un grand plaisir, mais je sais que ça ne correspond pas à tout le monde d'être aussi investi de cette façon-là et de construire, en fait, au-delà du côté illustration, quelque chose de presque du domaine de l'influence entre très, 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 très gros guillemets, parce que j'aime pas du tout ce terme-là. Enfin, j'aime pas du tout. C'est juste que ça veut tout et rien dire. Tu peux être influenceur et faire les Marseillais ou être influenceur et partager des marques de lessive, quoi. Donc, c'est un peu tout et n'importe quoi dans le même panier. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, Instagram, c'est là où je peux contacter et entrer en contact, entrer en contact avec des gens où je n'aurais peut-être pas la chance de le faire simplement en envoyant des mails comme ça, un petit peu randomly. Instagram, ça a cette capacité à faire un peu tomber les barrières et le côté extrêmement un peu hiérarchisé qu'on peut avoir parfois quand on contacte les gens spontanément. C'est ça que moi j'aime avec Instagram. Par exemple, moi, ça m'a vraiment permis d'être en contact avec des artistes. Déjà, rencontrer des artistes que je n'aurais pas rencontrés toute seule, qui m'ont aidé à faire des choix vraiment dans mon travail, etc. Et ça, je n'aurais jamais pu le faire sans être sur Instagram. Et puis au-delà de ça, c'est ce qui m'a permis de faire, connaître mon travail et puis partager ma boutique, partager toutes ces choses-là que j'aurais jamais pu faire sans Instagram, je pense. Ouais. C'est l'aspect communauté, tu prends soin d'une communauté. Mais je me demandais, comme tu disais toi-même, genre
De toi-même, tu dis qu'il y a peut-être que c'est peut-être un fonctionnement qui n'irait pas à tout le monde et que c'est peut-être un petit peu parfois borderline malsain. Mais est-ce que c'est malsain pour toi, tu trouves, ou est-ce que toi, tu trouves ton compte et tu te... Non, non, non. Quand je dis malsain, c'est que, en fait, je pense qu'une personne lambda qui n'est pas dans le côté Instagram, réseaux sociaux, verrait mon usage des réseaux sociaux, il aurait l'impression que je suis tout le temps sur mon téléphone. Cependant, moi, c'est mon métier aujourd'hui et je considère qu'Instagram, c'est une partie de mon métier. C'est pas un réseau social que j'utilise juste pour partager des choses, c'est un bout de mon métier, tu vois, partager de moi, partager de... je parle pas que d'illustration sur mon Insta, je vais parler de films, je vais parler de podcasts, je vais parler de mode, de choses que je... sont aside de mon métier d'illustratrice. Et ça, c'est vraiment un métier à part entière. C'est pour ça qu'en fait, mon Instagram, au-delà d'être une vitrine de mon travail, c'est également une vitrine de ma personnalité, entre guillemets. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment, moi, je le perçois comme ça. Et quand je dis que ça peut être malsain, c'est que tu peux vite te perdre à essayer de répondre à tout le monde, essayer d'être, tu vois, avec le même temps de disponibilité pour tout le monde. Parce que voilà, moi, je sais que je suis comme ça, je veux toujours répondre, je veux toujours donner des réponses, etc. Parce que j'estime que les personnes, elles ont pris le temps de m'écrire un message. Elles ont... Après, voilà, ça dépend, je sais faire le tri aussi, tu vois. Mais quand quelqu'un t'écrit un message pour te dire des choses sympas, bah, tu vas pas juste le laisser en vue et lui dire « Ouais, ok, gros, merci d'aimer mon travail, bonne journée, tu vois. » Moi, je peux pas, je supporte pas l'idée de laisser les gens en vue comme ça, alors qu'ils ont pris le temps et la démarche de me dire que, par exemple, ils appréciaient mon travail. Et ça, vraiment, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que voilà, j'ai un usage d'Instagram qui n'est peut-être pas uniquement illustratif. C'est juste ça que je précise, c'est que voilà, c'est de l'illustration et le reste. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous montrer un peu ton usage en partageant ton Insta? Et aussi, tu me disais que c'était une vitrine sur ta personnalité, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes, peut-être des personnes qui nous regardent, qui, tu sais, il y a la limite vie perso, vie privée. Et donc, pourquoi choisir de montrer une vitrine de ta personnalité sur Instagram? Bah alors ça, je pense que c'est un choix hyper personnel dans la mesure où on choisit de montrer ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut également garder en tête pour les réseaux sociaux, mais pour tout, que tu sois illustrateur, chanteur, peu importe. Soit tu décides, tu veux montrer ton visage ou pas montrer ton visage, si tu veux parler face cam, si tu veux présenter uniquement des projets de dessin et ne pas faire intervenir ta personne, etc. Ça, c'est quelque chose que je comprends totalement. Il y a des illustrateurs que je suis, dont je ne connais même pas le visage, mais j'aime tellement leur boulot qu'au final, leur tête, ça m'est complètement égal. Moi, je sais que peut-être les gens me suivent aussi pour toutes les conneries, que je raconte en story, toutes mes blagues débiles avec des filtres choux sur la tête. Enfin, tu vois, c'est peut-être un peu aussi ça qui fait l'intérêt du truc. Il n'y a pas que mes dessins, si tu veux. Et du coup, sur Instagram, je partage, donc comme on l'a dit plus tôt, des projets donc concrets, typiquement celui-là, qui est un projet que j'ai réalisé pour un magazine qui s'appelle La Petite Salamandre, qui est un magazine pour les enfants, où j'ai fait les mini-jeux, le poster, etc. Donc ça, c'est un vrai projet professionnel. Mais à côté de ça, donc il y a des illustrations beaucoup plus comme ça, carnet de croquis, très à l'arrache, ce que j'appelle. Pareil, ça, tu vois, où on est sur des choses beaucoup plus carnet de croquis, donc qui sont très humoristiques, si tu veux, qui n'ont pas un but, entre guillemets, professionnel, qui sont vraiment, moi, mes petites pensées, tu vois, genre dessiner Jean Castex, parce que sa tête, elle me fait trop rire. Voilà, c'est juste comme ça pour partager un peu d'humour. Et puis, à côté de ça, tu as des illustrations que je partage assez quotidiennement, parce que ça, c'est quelque chose que je veux vraiment dans mon Instagram, c'est-à-dire proposer des illustrations gays, bienveillante, sans espèce de positivité toxique, en mode good vibes only, tout va bien, soyez forts, etc. Moi, je veux toujours, enfin, j'essaye en tout cas, je ne sais pas si le pari est réussi, mais j'ai vraiment à cœur de partager des illustrations positives, mais à la fois bienveillantes et à l'écoute, qui ne soient pas impératives, quoi, qui ne donnent pas des ordres aux gens. Sois content, t'es en vie, quoi. Oui, bah super, mais bon, peut-être que derrière, je suis en vie, mais ça va pas du tout, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment, voilà, de partager des choses à la fois donc professionnelles,
comme les trucs de Charlotte. Ça, c'est un faire-part que j'ai réalisé pour des clients. Je vais éternuer, c'est très gênant. Ah, non, finalement. Ah, les allergies, ma phobie. Ou sinon, voilà, tu vois, des choses comme ça qui sont des illustrations que je poste parce que c'est là, typiquement, pour vous donner un peu le background de cet illu, c'était pour une potentielle frise que je devais réaliser et je devais faire des essais de comment ça s'appelle, d'animaux, tu vois, chose que je ne fais pas souvent. Donc voilà, c'est un peu des petites illus que je fais comme ça, que je partage. Et à côté de ça, je fais des reels, du coup, qui sont là, voilà, des illustrations vidéo. Mais ça va mettre le son, là, ça risque d'être un peu pénible. Mais voilà, c'est des vidéos comme sur TikTok, etc. Et des IGTV où je partage, donc là, des choses qui n'ont pas forcément un lien direct avec l'illustration, à savoir mes coups de cœur littérature, que ça soit en livre ou en ouvrage de graphisme, etc. Moi, mon Instagram, je le vois vraiment comme ça, comme une sorte d'endroit où je partage mes dessins, mais aussi des choses qui me plaisent et qui racontent des trucs que j'aime bien, quoi. Ouais, je me souviens quand on avait fait le live à la Slow Gallery, le sujet c'était les réseaux sociaux et la tagline c'était les réseaux sociaux, promotion, partage ou addiction. Et moi, un truc que j'ai observé, c'est que les comptes Instagram qui fonctionnent le mieux, enfin a priori c'est ce que j'observe, c'est quand on est vraiment dans le partage. Et c'est ce qu'on retrouve chez toi, c'est que c'est pas juste un énième outil pour être une vitrine de son boulot, mais tu partages, tu as envie d'offrir du contenu divertissant, drôle, ou même des tips. J'ai déjà été voir tes stories où tu recommandes des restos, ou des boutiques, ou des trucs de ce genre-là. Et donc, voilà, il y a un vrai, voilà, ce côté partage, altruisme, de donner aux autres. Après, voilà, c'est un temps de fou furieux, j'imagine, et je sais qu'il y a des personnes qui rechignent peut-être aussi à l'idée de créer du contenu uniquement pour les réseaux sociaux. Et toi, quel est ton rapport à ça? Moi, je le comprends totalement qu'on ait un rapport distancé aux réseaux sociaux. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'entends totalement. Et je pense qu'on peut... Il y a plein d'illustrateurs, alors qu'ils sont plus vieux que moi, en l'occurrence, mais qui fonctionnent très, très bien sans les réseaux sociaux. Il y a des illus que je vois passer, qui bossent, mais comme des acharnés. Enfin, quand je dis comme des acharnés, à savoir qu'ils sont publiés, qu'on voit vraiment leur taf dans des vraies conditions, etc., qui ont 2000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, en soi, c'est pas ce canal-là qui leur rapporte du travail. En tout cas, pas majoritairement, je pense. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un choix, je pense, qu'on a à faire. Mais moi, typiquement, mon Instagram, je l'ai depuis très longtemps. Parce que quand je suis sortie d'école, moi, j'avais pas de contact. Enfin, j'ai pas des parents qui travaillent dans des métiers créatifs. J'ai pas de sœurs, de cousines, de tantes qui étaient dans ces trucs-là. Et moi, je me suis dit, ma seule porte d'entrée, finalement, sur ce monde-là, c'est Internet et Instagram. Parce que voilà, c'était le média sur lequel je me sentais à l'aise, etc. Et j'aurais pu être sur Twitter, sur Facebook, j'en sais rien. Mais Instagram, c'était un média que j'utilisais depuis super longtemps, où je partageais avant, quand j'étais en école, les élus que je faisais. Et voilà, j'avais, je sais pas, 1000 abonnés. C'était déjà énorme à mon sens. Et je trouvais ça trop cool de pouvoir partager des choses. Et j'ai des gens qui me suivent depuis cette époque-là. Genre, ça, c'est ouf, je trouve. Et c'est vrai qu'en fait, moi, Instagram, c'est devenu un tel outil parce que je l'ai bien voulu, tu vois. J'ai accepté de me filmer, j'ai accepté de me mettre en scène, de raconter un peu des blagues, etc. Mais je comprends totalement, tu vois, que, enfin, moi, j'ai des copines, je les verrais absolument pas faire ça, et je le comprends totalement parce que, voilà, il faut avoir envie de se mettre en scène, de se prendre aussi des remarques désagréables dans la tête, hein. Il faut avoir ça en tête. Tu t'exposes, donc les gens partent du principe où si tu t'exposes, tu as le droit de te faire défoncer en DM. Moi encore, ça va, j'ai vraiment une communauté géniale et qui est tellement cool et ouverte. Mais voilà, il faut accepter qu'on t'embête un petit peu parfois. Et je comprends totalement qu'on n'ait pas envie de ça, qu'on n'ait pas envie d'être esclave, entre guillemets, des likes, des choses comme ça, où finalement, si tu y es très sensible, ça peut miner ton moral. Il faut avoir un recul aussi de se dire que voilà, c'est ton outil de travail, c'est là où tu partages des choses. Parfois, les gens vont aimer ce que tu vas faire. Parfois, les gens vont pas être super intéressés. Et c'est pas grave, ça fait pas de toi un moins bon professionnel, tu vois. Il faut avoir ça comme recul avec Instagram, je pense.
Ouais, bien sûr, ouais. C'est en ça que ça peut être, quand je dis toxique, c'est que si tu es extrêmement tributaire des likes et que tu te dis, voilà, bah punaise, si j'ai bossé et que ça fait pas de likes, c'est que je suis nulle. Non, c'est pas. Ça peut être des histoires de timing, ça peut être des histoires d'algorithme, ça peut être des histoires aussi de sensibilité à son travail. Ça, il faut être aussi honnête avec soi-même. Parfois, on poste des trucs, on a passé moins de temps qu'autre chose, c'est normal que ça marche plus ou moins bien. Ouais. Mais c'est qu'il faut avoir du recul et de se dire que voilà, les gens ne sont pas tout le temps sur leur téléphone, etc. Enfin, toi, tu offres des choses, après, à voir comment les gens les reçoivent. Et il faut avoir une prise en tout cas de distance. Et c'est pour ça qu'être entouré de gens qui ne sont pas forcément à fond sur les réseaux sociaux, c'est super parce que justement, eux te disent, bah non, t'inquiète, le truc va marcher plus tard, les gens vont regarder après. Enfin, tu vois, là, nous, on est ensemble, on n'est pas sur notre téléphone. Tu vois, c'est un peu genre la tête dans le guidon tout le temps à te dire, oh là là, il faut que je fasse ci, ça, si je poste pas tel truc, tel machin, ça va être l'horreur. Il faut être un petit peu... Cool. Cool. C'est C'est difficile parce qu'on sait tous à quel point les réseaux sociaux, ça peut être un levier d'activation énorme sur son travail, ou comme ne pas l'être d'ailleurs, ce que je disais juste avant. Mais donc, si tu te donnes dedans, c'est normal que tu souffres plus ou moins du succès, entre guillemets, que ça génère. Tu vois. Ouais. Et tu parlais de levier, et donc les réseaux sociaux ont été un levier pour toi. Il me semble aussi que ta carrière a commencé aussi à décoller avec ton projet pour Nike, c'est juste? Ouais, c'est juste. C'est là où ça a vraiment commencé à marcher. Attends, je vais essayer de le retrouver, parce que c'était il y a assez longtemps. Comment ça s'est fait? Parce que franchement, genre, t'imagines, genre, je pense que beaucoup des personnes qui regardent se disent, punaise, Nike, ça fait 2 ans que tu bosses, tu vois, en tant qu'illustratrice, et tu as bossé pour Nike. Et ça a été quelque chose qui a priori participé au fait de te lancer. Alors, je pense que ça m'a lancé, ça m'a aussi donné confiance en moi. Et ça, c'est très important, je pense, dans la façon d'aborder son travail. Parce que tu vois, je vais te ressortir le post de Nike. C'est un post qui n'a pas fait du tout de like. Tu vois, si on a envie d'être hyper terre à terre, like. Où est-il, le brave? Ah oui, mais parce qu'il y a toute une histoire derrière le truc de Nike. En fait, allez. Ça va, je ne suis pas sous contrat ou quoi. J'avais réalisé cette illustration-là. En fait, j'ai été contactée par une plateforme de mise en relation d'influenceurs et de marques, entre guillemets. Et là, c'était Nike France qui nous avait contacté, en fait, une dizaine d'illustratrices françaises pour parler, en gros, de notre rapport au foot féminin français. Et il fallait, au moment de la Coupe du Monde de foot féminin, et en fait, on avait la liberté de proposer un post et 3 stories, me semble, illustrées, qui devaient présenter notre vision du foot, ce qu'on en pensait, etc. Donc moi, j'avais réalisé cette illustration-là, qui devait en fait représenter Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France. Donc l'illustration avait été validée, tout le monde adorait, machin. C'était extrêmement encadré par la plateforme qui te faisait poster ça. Il fallait que ça soit relu, tu vois, qu'il n'y ait pas de trucs à connotation sexuelle, trop machin. Comme c'est des trucs américains, c'est encore plus encadré que nous, les Français, où on y va comme du n'importe quoi. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, je sais que là, ça avait été vraiment très, très encadré. Donc, j'avais posté cette illu, etc. Le matin, trop fière, Nike, machin. Ça vit un petit peu jusqu'à midi. Et à midi, je reçois un appel de la nana de la plateforme qui me dit « Ah en fait, il faut que tu enlèves l'illustration parce que un membre du staff d'Amandine Henry n'aime pas le dessin. Donc, enlève. » Alors qu'on avait eu entre... je pense, 4 ou 5 validations, tu vois, d'aller-retour de ça, c'est bon pour vous, ça, c'est OK, c'est machin. Donc, moi, j'étais un peu en mode, c'était un peu aussi à vous, tu vois, de... c'est clair. Et finalement, ils m'ont fait refaire, donc ils ont été cool, on s'est arrangé, ils m'ont fait refaire une illu comme ça, portrait, comme je faisais pas mal à l'époque, tu sais, un peu des portraits de femmes comme ça. Ah ouais, OK. Qui est plus mon style de maintenant. Mais voilà, donc un truc qui était pas moi et puis qui m'a énervée parce que du coup, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je préférais 1000 fois cette illustration-là qui était beaucoup plus marrante et disproportionnée et tout. Mais tout ça pour dire que voilà, c'était un petit peu le mess sur ce projet-là parce que justement, j'avais dû shut down le post en pleine journée alors que j'étais trop contente de le partager et tout. Donc voilà, ça arrive parfois. Hein, tu te reprends un petit scud derrière en mode non, finalement, on n'aime plus, donc enlève.
Ouais, c'est les Mais- coulisses qu'on voit pas, ça. C'est des coulisses qu'on voit pas, mais que je pense important de raconter parce que voilà, parfois tu t'escrimes un peu à te faire respecter, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, le fait est que j'avais quand même travaillé avec Nike et que c'était trop cool parce que même si à la fin ça a été un petit peu des couacs, mais rien de grave, c'était vraiment génial de bosser avec ça, surtout que c'était un de mes premiers projets en freelance. Et ça, c'était fou, quoi, de Ouais, bosser tu m'étonnes. pour ça. Et pareil que Netflix, tu vois, du coup, c'était une plateforme qui mettait en relation des créas avec des marques. Donc, encore une fois, un intermédiaire, jamais en one-one avec la marque. Ouais, d'accord. Ouais. Top. En fait, on pourrait passer aux 3 conseils, mais j'ai quand même envie de revenir sur les questions du public, entre guillemets, c'est toujours un peu après, mais c'est en lien avec ce que tu dis là. Dans les questions... Oui, désolé à l'équipe, on va juste sauter et puis revenir. Il y a une question qui revient beaucoup, qui est, est-ce que tu travailles avec un agent? Et si oui, comment ça s'est fait? Et aussi, est-ce qu'il ou elle t'est utile? Parce que tu me parles, tu vois, des plateformes qui t'ont mis en relation avec Nike, Netflix, etc. Et je pense que pour beaucoup d'auditeurs, cette question revient régulièrement. Oui, mais c'est très bien qu'on me laisse la parole sur ce sujet, parce que je trouve ça intéressant. Alors, les agents. J'ai une agent d'ailleurs, qui s'appelle Marie-Christine, qui est vraiment trop cool, qui est une agent au Canada, qui s'occupe en fait de faire ma promotion au Canada et aux États-Unis, là où moi, n'ai aucune prise de marché, entre guillemets. Ouais. Et j'avais des agents français avec lesquels j'ai travaillé pendant un an pile, je crois, avec lesquels je ne travaille plus du coup en ce moment, donc je suis on my own en France. Et du coup, les agents, je les ai rencontrés. Alors, les agents canadiens, je les ai rencontrés parce que j'ai gagné en fait en 2019 le prix des agents associés, en gros, qui récompense de jeunes illustrateurs et photographes via le syndicat des agents, c'est français ou parisien, je sais plus, qui en gros élise un jeune talent photographe et un jeune talent illustrateur. Et le prix que j'avais remporté, c'était donc de rencontrer des agents, etc., mais d'avoir une exposition à la Slow Gallery. À l'époque, c'était ça le prix. Ah, c'était le prix, ok. Ouais, c'était ça le prix. Et il y avait autre chose, je sais plus. Et pour les photographes, c'était un shoot en studio, dans un super studio. Et du coup, moi, j'avais rencontré Lamia, donc la directrice de la Slow Gallery, et fortuitement, mon agent français, à l'époque, je l'avais rencontré au moment de cette exposition. Et l'agent canadien, c'était en échange de mails, en mode, voilà, vous aviez peut-être voté pour moi, j'en sais rien, je vous représente mon boulot. Et au final, voilà, les choses se sont faites comme ça. Ah oui. Et du coup, mes agents français, c'est un peu délicat comme sujet. En tout cas, les agents canadiens, ça marche bien, c'est chouette. Ils ont une façon de travailler qui est très pushy, très à l'américaine. Ils te font respecter, entre guillemets, vraiment très bien. Et leur boulot, c'est donc de trouver des contrats et également gérer des contrats que tu leur apportes. Ça, c'est le deal dans les agents, en tout cas, ce que moi j'ai connu. Et les agents français, du coup, je n'en ai plus. On avait une façon de travailler qui n'était pas totalement la même. On n'était pas dans la même dynamique. Du coup, c'est assez délicat de répondre à cette question. Est-ce que ça m'a été utile ou quoi? Ça m'a ramené des projets et ça m'a sans doute fait connaître dans certaines sphères. Et ça, c'est très chouette. Mais à l'heure actuelle, voilà, on n'avait pas la même façon de bosser. Donc voilà, un peu la réponse pour les agents. Donc c'est utile, oui et non. Ça dépend si tu tombes avec des gens avec lesquels ça fonctionne très bien. Enfin voilà, c'est vraiment des histoires, je pense, aussi de timing et de façon de faire, etc. Donc il faut un peu trouver chaussure à son pied, entre guillemets, je pense. Mais je ne suis pas une grosse experte de ça. Non, bien sûr, mais merci pour ton regard, carrément. Et la même personne... Crocuit de Brain avait une deuxième question qui a aussi pas mal été votée, c'est penses-tu que ton nickname est une facilité ou un frein pour ton travail? Alors, c'est une bonne question, je ne me la suis jamais posée finalement. Ah ben,
La meuf, elle fonçait, vas-y, on s'en fout, faites entrer. En fait, c'est assez marrant parce que ça, en tout cas, ça ne m'a jamais posé de problème dans la mesure où ça a toujours été abordé de façon très délicate par les gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont toujours demandé est-ce que tu veux qu'on t'appelle Louise avec ton nom de famille ou La vie et les nuages, etc. Pour signer, par exemple, des couvertures ou des intérieurs de bouquins et tout. Ça a toujours été demandé de façon très délicate. Et moi, j'ai choisi un pseudo, en fait, parce que j'ai un nom de famille et un prénom très commun qu'on n'imprime pas forcément. Louise, ok, bon, ça va, mais mon nom de famille, voilà, il est hyper commun. Et puis, je n'avais pas très envie de travailler en m'appelant comme ça. Donc, au final, je pense que c'est peut-être une facilité parce que, du coup, on se rappelle de mon nom. J'en sais rien, finalement, c'est une bonne question. Le seul petit bémol que j'ai à amener, mais maintenant, voilà, c'est un peu trop tard pour changer, c'est que les gens orthographient souvent mal mon pseudo. Ah oui, oui. De E, mais au final, ça ne n'empêche pas de trouver mon travail. C'est pas comme si c'était des accents, des machins. Mais voilà, c'est juste cette petite histoire de double E qui parfois pose un peu problème. Enfin, problème, voilà, on s'entend. Mais en tout cas, moi, je me sens, pour ma part, beaucoup plus à l'aise de travailler sous ce nom-là que de m'appeler Louise. Et pourquoi La ville et les nuages? J'ai l'impression d'interviewer un groupe de rock, tu sais, qui a un nom mystérieux. Pourquoi vous vous appelez comme ça? Mais parce qu'en fait, je cherchais à changer de pseudo à l'époque et j'ai vu en fait un dessin de Jean-Charles de Castelbajac qui, tu sais, fait des dessins à la craie dans Paris, Ouais, son créateur justement, c'est ouais. ce pseudo. Ouais. Et il avait fait un dessin, alors je saurais pas te redire le texte exact, mais c'était quelque chose en mode dans la ville et les nuages, je t'attendrai, ou je ne sais plus, un truc hyper poétique, vraiment joli. Et je me suis dit, je sais pas. Ah ouais, c'est moi. C'est moi, mais c'est fou, genre je sais plus pourquoi je me suis appelée comme ça. Enfin, à part cette anecdote de Jean-Charles de Castelbajac avec ce nom-là, mais je sais pas pourquoi j'ai choisi vraiment cette petite parcelle, la ville et les nuages, tu vois. Ouais. Mais je trouve que ça correspondait pas mal à ma personnalité, entre guillemets. J'habite à Paris, je suis parisienne et depuis toujours, etc. Et les nuages, c'est un petit peu ce côté, tu vois, imaginaire, évasion, etc. Du coup, ça matchait finalement avec la réalité des choses, quoi. Ouais, t'as les deux pieds dans la ville et t'as la tête dans les nuages, quoi. Un peu, ouais. Ouais, top. Ouais. Merci beaucoup, Louise. Top. On va terminer sur les 3 conseils, le wrap-up de l'émission. Donc, qu'on va montrer. Alors, et si tu peux juste très brièvement commenter ces 3 conseils. Le premier étant rester soi-même. Oui, franchement, rester soi-même, ça c'est même un conseil que je peux donner pour la vie de tous les jours, même si je suis un peu un bébé qui donne des conseils quand même. Mais en tout cas, rester soi-même pour le travail d'illustration, je pense, et le travail créatif finalement, c'est quand même le truc le plus important, je pense, puisque en création, on va venir chercher des choses, une authenticité, un regard, et rester soi-même, c'est la meilleure chose parce que c'est comme copier les illustrations de quelqu'un pour avancer dans son style. Enfin, faites-le chez vous, mais le présentez pas, quoi, parce que pomper le travail de quelqu'un, par exemple, c'est ne pas se montrer soi-même, c'est se cacher derrière quelque chose et ça ne vous apportera jamais du travail ou quelque chose comme ça. Justement, vous gagnerez plus à essayer des choses, à vous découvrir et à montrer des trucs, même bancals, même des trucs pas finis, même des trucs qui tiennent pas super bien la route. Au final, ça sera spontané et ça sera authentique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de voir, quoi. Même si c'est pas parfait, justement, c'est ça qu'on veut. On en a marre de la perfection, quoi. Enfin, je sais pas, je m'emballe, mais c'est sûr que genre il faut essayer des nouvelles choses. Même moi, je sais que dans mon travail, j'ai beaucoup évolué. J'ai testé des trucs. J'ai plein de carnets de croquis avec des dessins immondes, hein, littéralement, mais qui m'ont aujourd'hui permis de libérer mon trait, libérer mon travail, etc. Et ça m'a fait beaucoup avancer, alors que si j'avais continué peut-être à rester dans ma zone de confort, voilà, j'aurais pas trop avancé dans mon style. Et rester soi-même, c'est ça. Tout le monde a une particularité, tout le monde a des choses à raconter, qu'on soit créatif ou pas, et encore plus lorsqu'on est créatif. Et je pense que c'est ça qu'il faut offrir aux gens, quoi. C'est clair, ouais. Alors, deuxième conseil, ne pas en faire trop. Ne pas en faire trop. Sachant que tu nous as montré tout ce que tu fais, et on a l'impression que tu fais tellement de choses, c'est marrant que tu dises ne pas en faire trop, les gars.
Non, mais quand je dis ne pas en faire trop, je pense que c'est surtout dans l'attitude. Enfin, si tu veux, c'est très très proche de rester, c'est très très proche de l'idée de rester soi-même. Hein. Quand je dis ne pas en faire trop, c'est pas ne pas en faire trop dans la quantité ou dans dans la pluralité des champs. C'est plutôt de. Mais en fait, les 3 conseils que j'ai donnés, ils fonctionnent tous ensemble. Ne pas en faire trop. Je spoil le prochain, c'est-à-dire rester cool Sans surprise. Mais voilà, mais tu vois, c'est vraiment l'idée. Faire des métiers créatifs, on en fait un peu tout un pataquès en mode c'est très compliqué, on est tout seul, il y a plein de choses à penser. Mais au final, est-ce que c'est pas pour ça qu'on a choisi de faire ça, tu vois, pour se challenger, pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire avec toutes les contraintes, bah, malheureusement que ça incombe. Mais au final, ne pas en faire trop, c'est voilà, il faut pas se prendre la tête, il faut pas faire des trucs too much, faire des sites too much, présenter des trucs too much, s'inventer une personnalité sur les réseaux sociaux, etc. Tous les 3 vont ensemble, c'est-à-dire que il faut rester cool, quoi. C'est super bête de dire ça, mais au final, parfois, on a besoin, tu sais, de réentendre un petit truc un peu à la noix, de se dire, bah, voilà, chill, je fais un métier déjà hyper cool, j'ai la chance de m'être lancée là-dedans. On va voir si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche, trop cool. Si ça marche pas, tu auras forcément appris quelque chose, tu vois. C'est un peu toujours se dire rien à perdre, tout à gagner, quoi. Enfin... Ouais, c'est ça, totalement. Quel meilleur moyen de terminer sur ces mots. Merci énormément, Louise, pour ton temps, pour ton regard, pour ton boulot et tout. C'est super inspirant. Merci à fond. On va terminer donc cette émission. On est dans les temps, mais dis donc. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Alors, voilà, dans 2 semaines, avec donc le jeudi 15, avec Sarah Kahn, qui est designer et directrice artistique, quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail. Elle était la DA de la revue 3 couleurs. Elle a fait Penningen aussi. Elle a fait Penningen, voilà. Elle a fait la DA pendant 4 ans de la revue America, qui a couvert toute la présidence de Trump. Elle a travaillé avec le cinéma MK2, et avec elle, on va passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire avoir le regard, donc elle est graphiste aussi, donc designer, donc on parlera un petit peu plus de branding, de design et de graphisme, mais aussi son job de DA, donc comment elle choisit les personnes avec qui elle travaille. Et je pense que pour les spectateurs qui regardent cette émission, c'est voilà, qu'est-ce qui intéresse, que recherche un ou une directrice artistique, et on reste dans cette thématique du coup de m'as-tu vu? Donc voilà, merci encore Louise, merci à tous ceux qui nous ont regardés, et merci à Olivier, et je passe le mic pour terminer à Pauline. Eh bien, merci à tous, c'était hyper intéressant, une autre perspective. Donc, alors, donc du coup, notez bien tous les petits conseils là, on va faire un petit récap à chaque fois des conseils, et puis à la fin de la saison, on vous enverra tous les grands conseils, toutes les choses qui ont été vraiment marquantes et différenciantes pour chacun. On voit déjà des choses qui se recoupent, notamment, j'ai noté le LinkedIn pour les créas qui remonte, parce que c'était vraiment pas du tout utilisé avant. Alors que pour les UX designers, là, nous, on y est depuis 10 ans, et ça nous fait vraiment notre planning, quoi. Mais en tout cas, et puis tout ce qui est Instagram, il y avait beaucoup de questions sur le shop. Donc on n'a pas forcément pu les traiter, mais c'est des choses qu'on va du coup garder en tête pour essayer de les recaler des réponses plus tard avec peut-être d'autres invités. En tout cas, je vous remercie beaucoup, et donc je vous souhaite un bon après-midi. Tout ça sera en replay sur YouTube, sur la chaîne de Laptop et Adobe. Ouais, le replay sera immédiatement disponible dès que ce webinaire est terminé, donc pour tous ceux qui sont inscrits, et pour les autres personnes qui peut-être ne sont pas inscrits, voilà, dispo sur le YouTube du Laptop. Voilà. Bon, en tout cas, merci, et j'espère qu'on se recroisera sur les réseaux. Carrément. Sur nos messageries. Merci. Et rendez-vous dans 2 semaines, du coup. Dans 2 semaines. Ça marche. Et à bientôt. Merci à tous, bonne Bonne journée, merci encore. Ciao. Merci beaucoup, Louise. C'était top. Au revoir. Merci.